Simone résuma le prince Alid en quelques mots. Il était issu de la famille royale Hartmann de l'empire d'Irina et était l'héritier le plus prometteur au trône. Non seulement il était bien éduqué, mais il était aussi talentueux dans les arts du combat, ce qui faisait de lui un prince équilibré. Il ajouta que même s'il était convaincu que Leïssé le savait déjà, la remarquable beauté de son Altesse attirait de nombreuses femmes à lui. Avec conviction et dévotion, Simone souligna que malgré cela, le prince n'avait jamais été mêlé à des scandales. Sa main n'était pas promise à une autre et il n'avait pas de concubine. Il ne s'intéressait tout simplement pas aux personnes du sexe opposé. Leïssé, plongé dans ses pensées, se questionnait sur les relations du prince avec les femmes, se demandant si les seules avec lesquelles il interagissait étaient celles qu'il accueillait dans son lit. Elle avait du mal à déchiffrer ses véritables intentions. Simone, ayant remarqué le trouble de la princesse, se demanda s'il avait dit quelque chose de mal. Il souligna qu'il n'avait fait que parler en bien de son Altesse. Leïssé, préoccupé, interrogea Simone sur la réponse appropriée si le prince se montrait avec une femme inconnue en tant que fiancé. Elle craignait que cela suscite des soupçons chez les gens. Simone lui adressa un sourire rassurant, expliquant que bien que cela puisse surprendre, personne ne penserait du mal d'elle. Perplexe, Leïssé demanda pourquoi, et Simone répondit simplement que personne n'avait jamais réussi à conquérir le cœur de son Altesse. Simone trouvait regrettable qu'il soit contraint de garder le silence sur la magie en raison de l'interdiction en vigueur, mais il assura à Leïssé qu'il était convaincu que tout le monde serait captivé par sa beauté. C'est alors que le prince Alid fit son retour et remarqua qu'ils semblaient bien s'entendre. Il demanda à Simone de s'en aller s'il avait fini. Respectueusement, Simone annonça à Leïssé qu'il prenait congé, puis s'éclipsa discrètement. Elle lui adressa un signe d'au revoir de la main, tout en se rendant compte qu'elle le pensait calme, mais qu'il était étonnamment plein de vie. Le prince demanda à Leïssé si leur discussion avait été agréable. Boudeuse, elle acquiesça, ajoutant que son arrivée avait tout gâché. Alid lui assura qu'il organiserait une autre réunion si elle avait d'autres questions et lui demanda simplement de maintenir une distance appropriée. Leïssé lui demanda alors s'il était jaloux. Alid répondit par la négative, ajoutant qu'il ne pouvait en aucun cas être jaloux de son conseiller. Ensuite, Leïssé s'inquiéta de son départ précipité et lui demanda si tout allait bien. Il répondit que tout allait bien, mais qu'il repensait à sa discussion avec Sana pendant son absence. Il expliqua que la prisonnière s'était échappée et que plusieurs hommes avaient été blessés lors de sa fuite de sa cellule. Le prince supposa qu'elle devait être en train de se soigner quelque part. Sana lui fit part de ses craintes selon lesquelles elle pourrait tenter de l'assassiner. Alid répondit qu'il en était conscient, mais il ne comprenait pas comment la prisonnière avait pu s'échapper malgré ses liens. Il supposa qu'elle devait avoir une complice. Sana demanda au prince s'il était vraiment nécessaire de ramener la prisonnière en vie. Alid comprit ses préoccupations, mais insista sur le fait que leurs principes et leur traitement des prisonniers ne changeraient pas. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Sana pour le rassurer, lui promettant qu'il la punirait dès qu'ils arriveraient à Irina. Sana admirait la résolution habituelle de son Altesse et promit de ne pas laisser ses émotions le submerger. Leïssé, remarquant l'inquiétude sur le visage du prince, lui demanda à nouveau s'il était vraiment certain que tout allait bien. Le prince se leva et lui assura que tout avait déjà été réglé et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Alid pointa du doigt les feuilles de papier à côté d'elle, notant à quel point elle avait travaillé dur. Leïssé expliqua que Simone lui avait fourni des informations précieuses. Alid remarqua qu'elle les avait examinées à plusieurs reprises. Elle acquiesça, ajoutant qu'elle devait travailler dur car sa liberté était en jeu et qu'elle espérait peut-être qu'il lui accorderait un bonus, tout en rougissant. Elle espérait également que le prince n'avait pas oublié sa promesse de lui donner tout ce qu'elle voulait. Alid lui demanda ce qu'elle voulait. Surprise, Leïssé se retourna pour fixer la fenêtre, plongeant dans ses pensées. Au plus profond d'elle-même, elle désirait ardemment la liberté. Depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Une fois libre, elle aspirait à une vie sans dette, dans un endroit éloigné des confins du fjord. Pendant ce temps, Alid prit sa main, espérant une réponse de sa part.
Incapable de terminer sa phrase, elle se demanda si le prince pouvait réellement comprendre ses souhaits. Esquissant un léger sourire, elle lui répondit finalement que tout ce qu'elle désirait était de l'argent. Simone, en discutant avec Sana à propos de Leysey, exprima son émerveillement devant la pureté extraordinaire de son mana et la singularité de la couleur de ses yeux. Sana approuva en affirmant que la princesse était sans aucun doute très spéciale, ajoutant que le violet était une couleur véritablement porte-bonheur. Simone remarqua également comment même ses paroles bienveillantes semblaient inconsciemment imprégnées de magie. Il exprima son impatience de voir le plein potentiel de Leysey une fois qu'ils auraient atteint la frontière, soulignant combien il était rare de rencontrer une personne aussi exceptionnelle. Il avoua même avoir été presque au bord des larmes. Il mentionna également que le prince avait eu parfaitement raison depuis le début. Sana lui répondit en soulignant qu'il pouvait maintenant comprendre pourquoi le prince insistait autant pour se rendre à Weldon. Simone affirma que la présence de la princesse était presque aussi puissante que celle des grands prêtres et qu'elle pourrait même posséder des capacités de purification. Simone se rendit compte qu'il avait trop parlé à Sana pendant son tour de garde, alors ce dernier le laissa seul pour terminer ses rondes. Une fois seule, Simone se demanda si la princesse serait bien, étant donné qu'elle était montée à bord du navire sans rien savoir de ce qui se passait. Il mentionna que le prince devait maintenir des rapports cordiaux avec la princesse jusqu'à ce qu'il soit en mesure de tout lui expliquer, et qu'il espérait seulement que son Altesse ne se réveillerait pas du mauvais pied avec elle. Le prince, fraîchement arrivé, s'excusa d'avoir causé tant de préoccupations et avoua qu'il craignait d'avoir tout gâché. Il raconta alors sa récente conversation avec Leysey, où il lui avait demandé ce qu'elle désirait. Elle lui avait simplement répondu qu'elle avait besoin d'argent. Alide pensait qu'elle avait besoin de bien plus que cela, en plus d'un soutien financier, mais elle avait insisté sur le fait qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle lui avait même dit qu'il devait garder à l'esprit qu'elle ne travaillerait pas aussi ardemment si elle n'était pas bien payée. Alide insista en demandant à Leysey si elle se rendait compte qu'il pouvait lui offrir tout ce qu'elle désirait. Cependant, la princesse lui tourna le dos et réaffirma que l'argent était tout ce dont elle avait besoin. Choquée par le récit du prince, Simone demanda à son Altesse s'il n'avait pas dit qu'il comptait la séduire. Le prince répondit de manière vague. Observant la situation, Simone lui fit remarquer que d'après ce qu'il avait pu dire, il avait encore plus compliqué les choses. Ce dernier répliqua en affirmant que rien n'était facile. Pendant ce temps, seule et perplexe, Leysey réfléchissait profondément. Elle se rendait compte qu'elle avait toujours aspiré à la liberté, mais elle n'avait jamais envisagé ce qu'elle ferait une fois qu'elle l'aurait obtenue. Elle se demandait si cela était dû au fait qu'elle était trop habituée à ce que d'autres prennent toutes les décisions à sa place. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, un oiseau entra par la fenêtre et se posa dans ses mains. Pendant un instant, elle se remémora le prince, celui qui lui avait offert une autre chance de liberté, celui qui la regardait avec bienveillance et l'appelait doucement par son nom. Mais l'amour n'était pas inclus dans le contrat, surtout pour un homme qui en avait tant besoin. Revenant brusquement à la réalité, Leysey remarqua la présence de Zéphyr, le terru du prince. Prise de peur, elle exprima son malaise envers cette créature, affirmant qu'elle ne pourrait jamais s'y habituer, peu importe le nombre de fois qu'elle la regardait, car c'était absolument terrifiant. Elle se demanda désespérément si elle pouvait avoir ne serait-ce que 2 secondes de paix sur ce navire, estimant qu'elle méritait au moins un peu de temps pour se perdre dans ses pensées. Elle enjoignit à Zéphyr de ne pas bouger, mais ce dernier s'approcha d'elle malgré tout. Prise de panique, elle se mit à hurler, ajoutant qu'elle se moquait de savoir si c'était un terru ou une autre créature, se demandant comment elle était censée vivre avec une telle bête à bord. Le prince fit son entrée et demanda à Leysey ce qui se passait, remarquant son terru. Il supposa qu'ils s'habituaient l'un à l'autre. Leysey, troublé, lui demanda pourquoi il avait mis autant de temps à arriver et comment il avait pu la laisser seule avec cette créature. Le prince esquissa un léger sourire, remarquant qu'elle semblait aller mieux, contrairement à son état déprimé lors de leur précédente conversation. Il observa Zéphyr, qui s'éloigna aussitôt. Alide expliqua alors à Leysey
qu'il y avait en fait quelques tâches qu'il avait besoin qu'elle accomplisse. Elle lui demanda s'il voulait ajouter quelque chose à leur contrat. Le prince lui expliqua que ces tâches faisaient déjà partie du contrat initial. Puis, posant un genou à terre, il annonça qu'il était temps de lui demander son consentement. Intrigué, Lacey lui demanda ce qu'il voulait dire, s'il parlait de leur mariage et ce qu'elle devait faire. Il lui répondit simplement qu'elle ne devait rien faire de plus, mais simplement rester à ses côtés. Alors que les servantes l'aidaient à s'habiller, Lacey réfléchissait à quel point les marins étaient superstitieux. Elle ne s'attendait pas à un rituel si complexe pour entrer dans l'Empire. C'était bien au-delà de ce à quoi elle s'attendait. Elle se souvint de sa conversation avec le prince Alide la veille, où il lui avait expliqué l'importance du rituel pour le divin souverain de la mer avant d'entrer dans les eaux iriniennes. Il avait averti que ne pas respecter ce rituel pouvait entraîner des intempéries, les faire dévier de leur trajectoire, voire même causer un naufrage s'ils étaient vraiment malchanceux. Lacey se disait qu'elle avait fait de son mieux pour éviter d'être vue par l'équipage, se demandant si elle pouvait se montrer ainsi à tout le monde. Elle supposait qu'elle avait raison de penser que les choses allaient un peu trop facilement. C'est alors que le prince Alide fit son entrée et lui demanda si elle était nerveuse. Elle lui répondit pourquoi elle devrait être nerveuse, puisqu'il avait dit qu'elle n'aurait rien à faire. Alide acquiesça affirmativement, puis s'approcha d'elle. Lacey pensa un instant que le prince Alide allait l'embrasser. Gênée, elle lui demanda d'attendre une seconde, puis ferma les yeux soulignant qu'il ne devait pas le faire devant les servantes. Alide, fixant le collier autour de son cou, lui assura qu'il était normal de se sentir un peu anxieuse à l'idée de rencontrer le souverain de la mer, puis s'en alla. Étonnée, Lacey se demanda ce à quoi elle pensait que le prince allait faire. Elle se dit qu'elle devait arrêter de se laisser distraire par des pensées inutiles et qu'elle avait du travail à faire. Pendant ce temps, le prince Alide discutait avec Simone, qui lui faisait remarquer qu'il devait anticiper la pluie pendant la cérémonie. Il demanda au prince si tout allait bien et s'il ne pensait pas que la princesse serait prise de court. Le prince sourit et lui répondit que certaines choses sont mieux vécues au premier abord. Alors que la nuit tombait et que la cérémonie débutait, Lacey décida de faire son entrée sur le pont, revêtant une somptueuse robe noire ornée de bijoux et d'ornements variés. Elle était intriguée par le bruit qu'elle entendait, celui de nombreuses personnes frappant doucement le pont en s'inclinant à genoux. Elle se souvint de sa conversation avec Simone, qui lui avait assuré que personne ne penserait du mal d'elle et que tout le monde la vénérerait, n'osant même pas lever la tête sans sa permission. Lacey comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Une petite fille souriante s'approcha de la princesse, lui saisit délicatement la main et lui montra le chemin à suivre. Avec confiance, Lacey marcha en tant que future reine d'Irina, bien que cela lui semblât tout de même un peu intimidant. Tout le personnel à bord du navire fut charmé par la beauté de la princesse. Ainsi, une servante lui apporta une couverture, et en la regardant, Lacey se demanda comment une robe aussi fine pouvait être aussi chaude. Elle remarqua alors un artefact magique sur la robe et se questionna sur le nombre d'artefacts que le prince possédait. En regardant à côté d'elle, elle réalisa qu'elle était accompagnée de Zéphyr. Elle se demanda ce que l'animal attendait d'elle, puis réalisa soudain qu'elle devait jouer le rôle de la princesse parfaite. Décidant de ne pas accorder d'attention à l'animal, elle continua de marcher avec Zéphyr à ses côtés. Au même moment, les servantes discutaient entre elles, commentant qu'elles n'avaient jamais vu Zéphyr s'attacher à quelqu'un d'autre que le prince, et que c'était donc normal qu'il se soit lié à Lacey, étant donné son rôle de princesse. Soudain, tout le monde s'inclina à nouveau alors que le prince Alide faisait son entrée sur le pont, vêtu de noir comme la princesse. Lacey, toute souriante, se retourna et croisa le regard du prince. Leurs regards se rencontrèrent alors que les gardes commentaient que la cérémonie allait bientôt commencer maintenant que le prince Alide avait enfin fait son entrée. L'un d'eux ajouta que la princesse ressemblait à la déesse de la mer. Le prince, souriant, s'approcha de Lacey et lui tendit la main, et elle lui donna. Elle remarqua que la main du prince était chaude et agréable, ce qui la fit rougir soudainement. Le prince s'approcha encore plus près du visage de Lacey et murmura qu'il avait failli craquer, ajoutant qu'il aurait pu penser qu'elle était vraiment heureuse de le voir si cela n'avait pas été le cas.
Il complimenta ensuite son jeu d'actrice, affirmant qu'il était exceptionnel. Cependant, dans ses pensées, Lacey se disait qu'elle ne jouait pas. Ainsi, les serviteurs apportaient une multitude de présents, de l'or, des fruits, des métaux précieux, des bijoux, des pierres de grande valeur. En observant tout cela, Lacey se rendait compte que le prince s'était vraiment investi dans cette cérémonie et que tout le monde semblait prendre cela très au sérieux. Elle fit remarquer au prince qu'il ne lui avait pas mentionné que cela serait d'une telle ampleur et lui demanda s'il était certain qu'elle n'aurait rien à faire. Le prince lui répondit qu'il l'avait déjà assuré et qu'elle devait simplement rester à ses côtés, ce qui était amplement suffisant. Sur le pont, ils étaient tous les deux face au présent lorsque Simone remit une petite branche couverte de feuilles au prince. Alide rassura Lacey en lui disant qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Perplexe, elle ne comprenait pas ce qui se passait et se demanda ce qu'il voulait dire par là. Puis elle remarqua que d'autres serviteurs tenaient également des morceaux de petites branches semblables à celles que Simone avait données au prince. La princesse voulut savoir si les serviteurs participaient aussi au rituel et pourquoi ils avaient tous gardé des morceaux de branches, sauf elle. C'est alors qu'elle entendit Simone donner le signal. Soudain, Lacey constata que le navire se mit à trembler violemment, ressentant des mouvements sous celui-ci. Elle perdit l'équilibre, mais le prince lui prit la main, lui assurant qu'il était là. Lacey se demandait si c'était un tsunami, tandis que les soldats se mirent à souffler dans de grosses trompettes. Le prince enroula sa main autour de sa taille et lui répéta qu'il était là. Bien qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait, Lacey eut le pressentiment qu'il y avait quelque chose sous le navire, observant droit dans leur direction. Elle jeta un œil au prince et se rendit compte qu'il n'était pas du tout déconcerté. Malgré les bruits assourdissants qu'elle entendait pendant un court instant, soudain tout redevint calme. Le prince, voyant que la princesse était effrayée, lui fit un baiser sur le front et lui assura que tout allait bien. Lacey commença alors à entendre des paroles de chant émanant des servantes, toutes vêtues de robes de couleur blanche et noire, chacune tenant un morceau de branche de plante. Elle observa ensuite le prince et se demanda comment il pouvait paraître si vaillant sans épée ni armure et comment il arborait un regard si féroce. Soudain, le prince prononça un mot et quelque chose surgit de l'eau avec un regard ressemblant à des éclairs. Elle se demandait ce que c'était et le prince lui demanda de regarder attentivement. Puis, il prit sa main et la rapprocha d'une sorte de barrière magique qu'il venait de traverser. La princesse ne comprenait pas la signification derrière ce rituel. Elle pensait que c'était peut-être juste une superstition de marin, ou peut-être allait-il bientôt faire face à une créature. Mais le plus important était qu'elle se découvrait un aspect d'elle-même dont elle ignorait l'existence jusqu'à présent. Elle se demandait si le prince était au courant depuis le début. Elle commençait à réaliser que le prince la connaissait probablement mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. C'est alors que Lacey vit un dragon surgir de l'eau et s'élever dans les cieux. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Le prince Alide lui souhaita ainsi la bienvenue à Irina. Lacey, surprise de voir un dragon surgir des eaux, entendait autour d'elle toutes les servantes chanter une chanson dans une langue qui lui était inconnue. Elle se demandait alors comment il se faisait qu'elle comprenait les paroles, quand soudain tout devint clair pour elle. Les louanges étaient adressées au grand dragon protecteur. Se tournant vers le prince, elle lui fit part de son étrange ressenti, mais ce dernier lui sourit et lui souhaita la bienvenue à Irina. Soudainement, la princesse s'évanouit. Plus tard, Lacey se réveilla dans les bras du prince Alide. Elle lui demanda alors de la déposer, affirmant qu'elle se sentait mieux maintenant et qu'elle avait beaucoup de questions à lui poser. Cependant, Alide répondit négativement à sa demande. Insistante, elle demanda à être simplement assise pour qu'ils puissent discuter. Le prince prit place tout en maintenant Lacey dans ses bras, mais elle lui fit remarquer qu'elle préférait discuter en face à face. Simone, qui les accompagnait, expliqua à la princesse qu'il valait mieux ne pas bouger pendant un moment, craignant qu'elle ait épuisé son énergie en raison de la puissance de la synastrie entre elle et le prince. Plus ils étaient proches, plus rapidement elle se remettrait. Intriguée, Lacey demanda ce qu'était une synastrie, ne comprenant pas. Elle demanda à Simone ce qu'il avait sur l'épaule.
Il répondit que c'était son Térou et qu'il pouvait maintenant l'invoquer, vu qu'ils avaient déjà traversé la frontière. Leisei, déjà au courant de l'existence des Térous, lui demanda une fois de plus ce qu'était une synastrie, exprimant son désir de comprendre sa signification. Simone rétorqua que le mana qu'elle et le prince possédaient était étrangement extrêmement compatible, au point que le simple fait d'être l'un à côté de l'autre avait un effet positif sur eux deux. Avant qu'il puisse poursuivre, le prince l'interrompit en lui disant que c'était tout à fait suffisant et qu'il serait debout toute la nuit s'il devait tout expliquer. Prenant la parole à son tour, le prince expliqua brièvement « Irina est la terre des sorciers, en fin de compte ». Le prince proposa à Simone de laisser la princesse se reposer pour l'instant et de veiller à ce qu'elle bénéficie d'une attention particulière pour ses repas, soulignant même l'importance de préparer son verre d'eau avec soin. Simone acquiesça et s'apprêtait à se retirer, mais Leisei lui demanda d'attendre un instant. Elle exprima le désir d'obtenir une explication plus détaillée, notamment en ce qui concerne la mention d'une frontière et son lien avec ceux qu'il venait de voir. Simone demanda alors la permission au prince pour lui fournir une explication plus approfondie. Celui-ci lui expliqua que la frontière faisait référence aux eaux qui séparent le continent central et Irina, et qu'elle pouvait également être perçue comme une zone entre la terre où la magie avait cessé d'exister et la terre où elle continue d'exister. Il lui expliqua que le navire avait franchi la frontière il y a quelques instants. Leisei lui demanda ce qu'était cette sombre ombre. Simone rétorqua que cela devait être le dragon qui gouverne et protège l'équilibre des deux terres à la frontière et que cette étendue d'eau qu'ils allaient traverser jusqu'à Irina se situait sous son territoire. Elle voulut savoir si le dragon avait un nom. Simone lui dit que son nom était Aegir. Il ajouta qu'il est rare qu'il prenne sa vraie forme et qu'il apparaît généralement comme une ombre, ce qui pourrait expliquer son apparence. Le prince Alide fit signe à Simone d'arrêter et lui demanda s'il essayait de faire peur à la princesse ou de la rassurer. Alide déclara que cela suffirait pour aujourd'hui et qu'il devrait laisser le reste pour une autre fois. Cependant, Leisei exprima son désir d'en savoir plus le lendemain, souhaitant comprendre tout sur le mana, la synastrie et l'interdiction. Dans ses pensées, Simone remarqua que la princesse était non seulement calme, mais aussi pleine d'enthousiasme, et il envisagea qu'elle s'adapterait bien à sa nouvelle vie. Il répondit positivement à la princesse, affirmant qu'il lui expliquerait le reste le lendemain, puis prit congé. Le prince Alide dit à Leisei qu'il était temps qu'elle se repose et la prit dans ses bras pour la déposer sur le lit, lui assurant qu'elle dormirait s'il n'était pas là. Leisei, perplexe, se demandait si c'était le fameux jour aujourd'hui et s'il serait préférable qu'elle parte à sa place. Alide ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Leisei demanda à Alide s'il était incapable de les amener ici à cause d'elle et combien il y en avait eu et à quelle fréquence il les changeait. Alide était toujours perplexe face à ces questions. Leisei lui expliqua qu'elle faisait référence à ses maîtresses. Elle ajouta qu'elle comprenait qu'il ne faisait que jouer, mais en tant qu'épouse, elle estimait avoir le droit de connaître ces détails. De plus, elle souligna l'importance de véhiculer l'idée d'un bonheur conjugal, et si cela le satisfaisait, elle pourrait rester dans une autre chambre. Alide se rapprocha d'elle et la jeta sur le lit, affirmant avec autorité qu'il en avait plus qu'assez d'entendre ces bêtises. Tout en serrant sa main, il lui demanda de dire tout cela en le regardant dans les yeux et de ne pas douter de sa parole, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre femme à part elle. Il lui demanda de ne pas le rendre plus misérable qu'il ne l'était déjà. Après avoir baissé les yeux et s'être excusé de son agressivité, il lui dit de se reposer et s'apprêtait à partir quand Leisei lui demanda d'attendre un instant. Elle ne savait pas pourquoi elle agissait ainsi, ni ce qu'il pouvait penser, mais elle n'avait pas l'intention de le blesser. Elle se rapprocha de lui et l'embrassa, puis, sans réfléchir, elle l'embrassa tendrement. Confus, le prince lui demanda ce que cela signifiait. Leisei s'excusa de son erreur. Le prince rougit, puis expliqua à la princesse qu'il pouvait comprendre sa confusion, mais qu'il n'avait jamais gardé personne à ses côtés pour ce genre de choses, qu'il ne l'avait jamais fait auparavant et qu'il ne le ferait jamais. Il lui expliqua que les bracelets qu'il portait autour du poignet avaient des effets magiques,
mais qu'il ne lui avait pas été présenté simplement parce que tout le monde pensait qu'il serait bien sur elle. Il ajouta que les prêtresses et lui n'avaient pas réussi à lui donner des explications convenables. Lacey, se rappelant des servantes, se demandait si elles étaient en fait des prêtresses. Elle lui dit qu'elle était soulagée d'entendre que c'était juste un malentendu. Ainsi, le prince se rapprocha d'elle, posa sa main sur son épaule et lui dit qu'il y avait autre chose qu'il voulait à la place de ses excuses. Il la souleva délicatement, leur regard était empli de désir, puis il l'embrassa passionnément. Au plus profond de son cœur, Lacey trouvait le prince incroyablement attirant. Son regard si chaleureux avait su faire battre son cœur, et cette fois-ci, elle était sûre de ses sentiments envers lui. Pendant qu'ils s'embrassaient, le prince la déposa délicatement sur le lit tout en continuant de l'embrasser, la caressant avec douceur. Lacey n'arrivait pas à résister à son charme. Elle ne pouvait plus se retenir plus longtemps. Le prince s'arrêta un instant et lui demanda s'il pouvait continuer, et elle murmura timidement qu'il pouvait. Ainsi, le prince continua de lui caresser tout le corps. Il lui demanda son vrai nom, mais Lacey, visiblement très excitée, décida de lui dire. Le prince l'interrompit en lui faisant des baisers sur le cou et ajouta que Neri ferait l'affaire pour le moment. Au fond d'elle, Lacey avouait que chaque baiser du prince lui faisait ressentir des émotions qu'elle n'avait jamais éprouvées auparavant. Le prince dit à Lacey de dire son nom si elle n'arrivait pas à résister. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans le même lit après avoir passé une nuit ensemble, Lacey demanda au prince si les gens n'avaient pas trouvé cela étrange qu'elle se soit évanouie pendant la cérémonie. Le prince lui demanda de clarifier ses propos. Lacey, embarrassée, couvrit son visage de sa main et expliqua que les premières impressions étaient toujours importantes et le fait qu'elle se soit évanouie alors que tout le monde regardait la mettait mal à l'aise. Le prince lui rappela qu'en réalité, elle avait été parfaite et il lui rappela qu'elle s'était évanouie dans ses bras. Comme l'avait dit Simone, il était rare que le dragon montre de l'intérêt pour quelqu'un. Il lui expliqua que personne sur cette terre ne pouvait la remplacer, qu'elle était unique et qu'elle ne devait jamais l'oublier. Pendant ce temps, à Weldon, la maîtresse du fjord était en compagnie du comte Hillsdale. Elle lui réitérait une fois de plus qu'elle ne savait pas où se trouvait Lacey. Le comte lui assura que toute la capitale avait été minutieusement fouillée et qu'aucune trace d'elle n'avait été trouvée, ce qui le conduisit à se demander qui d'autre que le fjord aurait pu orchestrer une telle couverture avec autant d'efficacité. En colère, le comte demanda à la maîtresse du fjord si elle avait eu l'intention de le trahir depuis le début. Cette dernière, offensée, lui tendit le contrat et lui expliqua que Lacey avait répondu à toutes ses demandes exactement comme spécifié dans le contrat. Elle souligna que Lacey avait même surpassé ses attentes dans son rôle, malgré le fait qu'il avait essayé de la faire tuer pour cela. Elle ajouta que tous ceux qu'elle avait choisis pour travailler avec elle étaient formés pour répondre à toutes les demandes sans erreur, et elle exprima son mécontentement face à l'embarras qu'il lui infligeait devant son personnel. La maîtresse répondit calmement qu'elle devrait commencer à choisir ses clients également. Soudain, des assassins apparurent derrière le comte, tenant un couteau contre sa gorge. Le comte expliqua alors que c'était impossible d'être retiré de la liste des personnes recherchées une fois qu'on y figurait, et qu'il lui suffisait de dire que Lacey était morte pour qu'elle soit retirée de la liste sans éveiller les soupçons. La maîtresse du fjord répondit de façon affirmative et remercia le comte Hillsdale pour son aide. Le comte lui indiqua alors qu'en retour, elle devait lui rendre un service et qu'il avait une requête à formuler. Il lui demanda de s'assurer que l'actrice ayant joué le rôle de Veronica ne remette plus jamais les pieds dans le pays. La maîtresse du fjord, dans ses pensées, se demandait comment Lacey avait pu supporter de travailler pour une personne aussi odieuse. Ainsi, elle demanda au comte combien il était prêt à payer. Ce dernier lui demanda si le montant de la prime sur la tête de Lacey, tel qu'indiqué dans l'avis de recherche, serait suffisant. Le prix de la tête de Lacey sur l'avis de recherche étant de 10 millions de pièces d'or, la maîtresse répondit au comte Hillsdale que cela devrait être suffisant. Après cela, le comte s'en alla et la maîtresse du fjord s'inclina respectueusement, le remerciant de son mécénat.
Elle observa le départ du comte par la fenêtre et se dit qu'il y avait plus dans ce dernier qu'il n'y paraissait. Elle contempla la vie de recherche qu'elle avait en main, réalisant que Lacey était sa principale source de revenus et espérant la former pour devenir sa successeuse. Jetant la vie de recherche, elle espéra que Lacey ne le prendrait pas personnellement, mais la remercia quand même d'avoir pu lui envoyer un client généreux à la toute fin. Soudain, elle remarqua qu'elle était espionnée par l'instructeur. Surpris, elle lui dit que cela ne lui ressemblait pas d'espionner et lui demanda pourquoi il était là. La maîtresse du Fjord demanda à l'instructeur ce qu'il voulait, et ce dernier lui répondit qu'elle devait sûrement le savoir déjà. Elle lui demanda alors s'il écoutait aux portes, et il répliqua qu'il se trouvait là où il pouvait entendre, précisant que ce n'était pas sa faute si personne ne l'avait remarqué. La maîtresse trouvait cet homme vicieux et lui fit part de son mécontentement quant à son intrusion dans ses affaires. Elle lui demanda de respecter son espace personnel. L'instructeur répliqua en disant qu'elle n'aurait pas dû se mêler de ceux qui lui appartenaient et exigea de savoir où se trouvait Lacey. La maîtresse du Fjord rapprocha de l'instructeur et lui caressa le menton, lui expliquant que Lacey ne lui appartenait pas. L'instructeur insista pour qu'elle réponde à sa question. La maîtresse du Fjord lui fit remarquer qu'elle ne semblait pas savoir où se trouvait Lacey. Elle avait pu soumettre le comte à sa volonté, mais elle savait que traiter avec l'instructeur serait bien plus compliqué. Elle se demandait pourquoi il était si obsédé par Lacey. L'instructeur s'approcha d'elle et lui dit qu'elle était la seule à pouvoir l'aider à disparaître dans les airs. La maîtresse du Fjord répondit à l'instructeur qu'elle craignait que Lacey ait réussi à lui échapper également. Elle expliqua que le navire où Lacey avait une cabine préparée était déjà parti, mais on lui avait dit que sa cabine était vide. La maîtresse se demandait d'où venait cette nature évasive de Lacey. L'instructeur prit la main de la maîtresse et lui assura qu'il la croyait, ajoutant que Lacey l'avait toujours surprise. Il lui promit de la féliciter la prochaine fois qu'il la verrait. La maîtresse, pensant profondément, se demanda si l'instructeur croyait vraiment qu'elle voudrait le revoir. L'instructeur lui sourit et lui fit part d'une autre requête. Il lui demanda de l'informer si jamais elle découvrait où se trouvait Lacey. Il promit de payer tout ce qu'elle demanderait en échange. Ainsi, une fois que l'instructeur eut quitté la pièce en fermant la porte derrière lui, la maîtresse soupira profondément, tenant une tasse de café entre ses mains. Elle réfléchissait à la journée mouvementée qu'elle venait de vivre, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Elle se rendit compte que l'instructeur n'avait pas mentionné les boucles d'oreilles, ce qui lui laissait entendre qu'il ignorait leur nature d'artefact magique et donc qu'il ne savait pas qu'il avait donné la seconde boucle d'oreille à Lacey pour l'aider à se dissimuler. La maîtresse éprouva un sentiment de satisfaction en réalisant qu'elle était la seule à connaître le véritable pouvoir de ces boucles d'oreilles, pouvant également être utilisées pour localiser Lacey. Elle décida de cacher la boucle d'oreille restante dans un pot de fleurs, la recouvrant de terre et renversant le café dessus. Elle jeta ensuite la tasse à la poubelle, pensant que les secrets devaient être enterrés avec elle, et que trahir quelqu'un était préférable à être trahi. De l'autre côté, Alid se retrouvait assis à côté du lit de Lacey, contemplant le visage paisible de la princesse endormie. Il se questionnait sur l'intérêt de Lacey à tracer une ligne invisible entre eux, sachant pertinemment qu'elle l'inciterait à la franchir. Malgré les refus de Lacey à son toucher, il n'avait finalement pas pu se retenir, succombant à ses baisers quand elle le voulait. Alid reconnut que ses baisers calculés et les sourires forcés avaient réussi à les rapprocher. Les expressions chaleureuses de Lacey lors de ces moments avaient fait fondre son cœur, figeant le monde autour d'eux. Même les bouffées d'air qu'elle laissait échapper à contre-cœur semblaient douces. Le prince Alid exprima son sentiment que Lacey était une personne cruelle qui avait réussi à faire battre son cœur simplement en étant près de lui. Il nota que Lacey ne se souvenait pas de leur première rencontre et qu'elle ne lui faisait pas confiance à l'époque, ce qui, selon lui, avait été le début de tous leurs problèmes. Alid se remémora leur première rencontre, lorsque Lacey enfant lui avait dit de revenir la chercher dans 10 ans. Ces paroles étaient devenues à la fois un salut et une malédiction pour lui. Soudain, Simone fit son entrée, s'excusant pour l'intrusion. Il déclara qu'il y avait une question nécessitant une attention immédiate. Le prince demanda si cela concernait la détenue et Simone confirma, lui annonçant que la prisonnière venait de se suicider.
Surpris, le prince se leva du bord du lit et demanda à Simone de lui en dire plus sur ce qui s'était passé. Il laissa Leysey, qui dormait seule dans le lit. Pendant son sommeil, Leysey rêvait et se souvenait du jour où l'instructeur lui avait donné des cours de base en tant que joueuse de rôle à la maison de Fiora. L'instructeur l'avait félicitée pour sa capacité à maîtriser déjà les rudiments du jeu. Il lui avait conseillé d'utiliser cette technique à chaque fois qu'elle était en mission pour appâter sa cible et de ne pas se laisser distraire en pensant qu'elle avait établi un lien émotionnel avec la cible. Dans ses pensées, Leysey se disait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper de là. Sur le chemin, le prince Halid demandait à Simone comment la prisonnière était morte. Simone lui expliquait qu'elle était décédée après s'être mordu la langue. Le prince, furieux, demandait qui avait été assez stupide pour lui retirer son bâillon. Simone racontait alors la scène, expliquant que les gardes étaient en train de boire et de festoyer en cachette après la cérémonie. Lorsqu'ils ont eu l'impression que la prisonnière était en train d'étouffer et qu'elle semblait mal en point, ils se sont rapprochés de sa cage et lui ont retiré le bâillon, pensant qu'elle manquait d'air. Les gardes pensaient qu'ils auraient des ennuis s'il s'avérait qu'elle mourrait avant la fin de l'interrogatoire. Cependant, elle en avait profité pour se suicider. Le prince exprimait que le retour dans les eaux d'Irina, après 2 ans d'absence, semblait avoir agité les esprits de tout le monde. Simone s'excusa auprès de son Altesse, admettant une négligence de sa part et reconnaissant qu'il aurait dû être plus attentif avec son personnel. Le prince le rassura en lui touchant l'épaule, affirmant qu'il le connaissait bien et que ce n'était pas de sa faute. Il mentionna également à Simone que la situation était maintenant claire et qu'il soupçonnait qu'elle ait pu avoir un complice. Il estimait qu'il serait inutile de poursuivre l'enquête, sachant que les gardes étaient ivres lors de l'incident. De plus, il souligna qu'il ne pouvait pas simplement les enfermer, sachant que certains d'entre eux pourraient être innocents. Sana, le frère de Lana qui venait d'arriver, exprima au prince que personne n'était innocent. Il réalisa que Simone se blâmait pour l'incident, mais il estimait que la faute incombait aux gardes qui n'avaient pas rempli leur devoir ne se contrôlant pas. Simone répliqua qu'il n'avait même pas touché une goutte d'alcool, mais Sana affirmait qu'il suivrait les ordres de son Altesse et accepterait les conséquences de l'erreur. Le prince s'approcha de lui et lui caressa la tête, lui demandant ce qu'il voulait qu'il fasse. Torturer ceux qui avaient travaillé sans relâche ces 2 dernières années et ceux qu'il considérait comme une famille simplement pour capturer un espion. Halid expliqua qu'ils devaient tous se concentrer sur la recherche d'indices. Sana lui demanda ce qu'il entendait par « indice », et le prince répondit que la prisonnière devait avoir laissé derrière elle un complice, et il pariait que ce complice était parmi eux, ceux qui avaient déjà tenté de l'aider à s'échapper auparavant. Halid se demanda alors pourquoi elle se serait suicidée maintenant, sans raison apparente. Réfléchissant, il envisagea la possibilité qu'elle ait été assassinée. Simone répliqua en affirmant qu'elle était morte dès qu'ils avaient traversé la frontière. Halid, voulant comprendre pourquoi maintenant après tout ce temps. Simone émit alors une hypothèse, selon laquelle la prisonnière avait peut-être besoin de mana pour accomplir cet acte. Le prince Halid souligna que si quelqu'un avait utilisé la magie, il aurait laissé des traces, et il insista pour se concentrer sur cette piste. Sana et Simone décidèrent de commencer l'enquête immédiatement, assurant à son Altesse qu'il devait rester aux côtés de la princesse. Halid leur expliqua qu'ils ne pourraient pas dormir tranquilles maintenant qu'ils avaient traversé la frontière. Sana lui demanda alors s'il faisait référence aux mutants. Le prince Halid, tout en posant sa main sur l'épaule de Sana, lui demanda s'il n'était pas agréable de ne pas avoir à s'inquiéter d'une attaque pour une fois pendant leur séjour à Weldon. Zéphyr, le terru du prince, fit son apparition et souligna que leur capacité à invoquer un terru était actuellement limitée, suggérant qu'il serait plus efficace pour lui de chercher lui-même. Les deux acquiescèrent à cette remarque. Le prince suggéra à Sana de laisser les gardes en bas avec Lana pour l'instant, sachant qu'elle avait certainement envie de participer à quelque chose. Simone ajouta que Lana semblait être parfaitement adaptée à ce rôle, tandis que Sana supposa que cela la tiendrait éloignée de toute source de problèmes potentiels. Le prince Halid exprima des regrets pour ne pas avoir pu sentir le danger venir avant qu'il n'arrive, et il demanda à ses compagnons d'être encore plus vigilants à l'avenir
insistant sur le fait que de tels événements ne devaient plus se reproduire. Pendant ce temps, une mystérieuse femme, peut-être la complice de la prisonnière, se leva de son lit en ressentant la mort de cette dernière. Elle se demandait si la prisonnière était déjà morte et trouvait pathétique le fait qu'elle soit décédée trop tôt. La mystérieuse femme mentionna également que le maître l'attendait avec impatience, supposant que c'était à elle-même et à l'enfant qui grandissait dans son ventre de veiller à ce que la mort de leur pauvre tante ne soit pas vaine. Une semaine après avoir traversé la frontière, alors que le ciel était radieux et que les vagues berçaient le navire, Lacey sirotait son café avec bonne humeur. Elle commentait sur le temps parfait pour se détendre sur le balcon, même si elle était confinée à l'intérieur de la cabine toute la journée. Malgré cela, elle était parfaitement au courant de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent à l'extérieur, grâce à l'utilisation de la magie qui était désormais à la portée de tous. Cette nouveauté la réjouissait profondément. Elle avait même utilisé la magie pour redécorer la chambre d'Alid, la transformant complètement. Après avoir terminé, elle trouvait difficile de croire que c'était toujours la chambre du prince. À ce moment, Simone fit son apparition et s'inclina respectueusement avant de demander à Lacey si elle était prête pour les leçons du jour. Lacey répondit affirmativement, affichant un sourire radieux qui montrait qu'elle était prête. Pendant les leçons, Lacey apprenait sur la magie avec Simone. Elle résuma ce qu'elle avait appris en expliquant que les 4 éléments de la magie sont l'eau, le feu, le vent et la terre. De plus, elle nota que même si 2 personnes possèdent le même élément, elles peuvent avoir des capacités différentes. Lacey observa également que Simone possédait l'élément eau et qu'il avait la capacité de guérir et d'apaiser les autres. Simone confirma ses observations. Elle ajouta que, en outre, les terroux sont utilisés pour déterminer la première impression de quelqu'un. Simone la félicita en lui disant qu'elle avait parfaitement tout compris. Réfléchissant, Lacey pensait que c'était peut-être parce que Simone possédait l'élément non agressif qu'est l'eau et que même son terru était adorable. Elle se demandait si c'était pour cette raison qu'il paraissait parfois enfantin. Lorsque Simone lui demanda à quoi elle pensait, elle ne répondit rien du tout. Plus tard, Lacey lui demanda à nouveau pourquoi la magie avait été interdite à Weldon. Simone expliquait que cela avait été fait pour maintenir l'équilibre entre leurs 2 nations, et qu'il avait précédemment décrit le continent central comme un endroit où la magie avait cessé d'exister, tandis qu'Irina était le lieu où elle perdurait encore. Il ajouta que tout ceci était dû à une décision prise par des entités particulières. Lacey voulait savoir quel genre d'entité était-ce. Simone répondit que, s'il devait les nommer, il commencerait par le dragon qui garde la frontière entre les 2 terres, puis l'ancien qui a pris racine au centre de la terre, ainsi que la grande sorcière du Nord, la sainte de la verdure et le château d'épines. Il précisa que la décision avait été prise par ces transcendants qui jouent un rôle dans le destin de la Terre. Il expliqua que, étant donné que les transcendants du continent central avaient rejeté l'utilisation de la magie, une interdiction stricte avait été appliquée s'étendant jusqu'à la frontière. C'est pourquoi les humains étaient autorisés à aller et venir entre les 2 terres contrairement à la magie. Lacey supposa que Alid devait être assez puissant pour pouvoir maintenir son terreau malgré tout cela. Simone répondit affirmativement et ajouta que le tigre du prince Alid n'était pas un tigre ordinaire. Intrigué, Lacey se demanda comment diable un tigre pouvait être ordinaire, puis demanda à Simone pourquoi Alid ne lui avait pas dit qu'il pouvait endormir son terreau. Elle pensait qu'il aurait dû le mentionner, car elle avait eu peur tout ce temps. Lacey pensait au prince Alid, qui possédait l'élément magique du vent, et trouvait cela un peu surprenant qu'à la magie de la terre lui aurait mieux convenu selon elle. Elle expliqua que c'était beaucoup plus sombre, plus chaud et sans limite, comme un désert de sable flamboyant sous le soleil de l'après-midi. Simone lui fit remarquer qu'il était agréable de la voir profiter du balcon, regrettant simplement qu'il n'ait pas pu lui montrer cet endroit plus tôt en raison de l'interdiction. Lacey exprima sa joie en remarquant que c'était définitivement beaucoup plus rafraîchissant ici et qu'il n'y avait même pas de fenêtre auparavant. Simone lui expliqua que divers sorts magiques avaient été lancés sur le navire, le transformant en un dispositif magique géant. Il continua en expliquant à Lacey que ce balcon ne pouvait être vu de l'extérieur,
lui permettant ainsi de s'installer confortablement. Laysay répliqua en disant que plus rien ne la choquait désormais et qu'elle avait l'impression d'être devenue plus forte. Simone demandait à son Altesse s'il n'allait pas arrêter la leçon d'aujourd'hui-là. Laysay lui répondit que, avant qu'il ne parte, elle avait une question à lui poser. Elle lui demanda si c'était vraiment acceptable pour un étranger sans magie ni terrue d'épouser le prince Alide, car il est le grand prince d'Irina après tout. Simone lui expliqua alors qu'elle possédait de la magie. Laysay ne comprenait pas. Simone lui dit qu'elle ne le savait pas encore, puisqu'elle était née et avait grandi de l'autre côté de la frontière, mais qu'il était indéniable qu'elle possédait une magie de l'eau extrêmement puissante. Laysay, surprise, répondit à Simone qu'elle était sûre que c'était ce qu'il voulait croire. Simone lui expliqua qu'il comprenait que ce fait pouvait être difficile à comprendre pour elle, mais qu'il était crucial pour elle de l'accepter comme une vérité à partir de maintenant, surtout parce qu'elle n'était pas encore capable de contrôler correctement sa magie. Simone lui dit que même ses paroles de bonne volonté avaient du pouvoir, mais que c'était quelque chose qui pouvait lui faire du mal. Heureusement, ses émotions étaient plutôt stables et elle était généralement très calme, mais abuser de la magie la fatiguerait excessivement, car le mana était profondément lié aux émotions. La bonne volonté pouvait apporter des bénédictions, tout comme l'animosité pouvait entraîner la condamnation. Laysay demanda alors comment elle pouvait apprendre à transformer son mana en terru en pointant du doigt le terru de Simone. Ce dernier lui expliqua que les gens apprennent normalement cette compétence en passant du temps avec leur famille dès leur plus jeune âge. Soudain, il s'arrêta, perdu dans ses pensées. Intrigué, Laysay lui demanda pourquoi il avait cessé de parler. Simone se tourna vers elle, rougissant légèrement, et lui expliqua qu'il serait préférable que le prince Alide l'aide dans cet apprentissage. Surpris, Laysay demanda si elle ne pouvait pas apprendre cela avec lui à la place d'Alide. Simone répondit catégoriquement par la négative, ajoutant qu'il n'était pas possible d'apprendre cela sans contact physique. Laysay réfléchit à cette réponse, se demandant si c'était la raison pour laquelle il avait mentionné la famille. Elle supposa que cela avait du sens, compte tenu de sa situation particulière. Simone ajouta que, de plus, elle et le prince Alide possédaient une forte synergie entre eux. Même si la princesse ne se souvenait pas de son père, elle conservait de nombreux souvenirs de sa mère. Laysay exprimait qu'elle avait toujours été très aimante, malgré les difficultés de sa vie. Elle se rappelait ne pas avoir ressenti quelque chose de particulier en l'embrassant ou en la serrant dans ses bras. Mais elle était née à Weldon, où, comme l'avait dit Simone, la magie avait disparu depuis longtemps. Simone soulignait que certains Irinans n'avaient pas eu d'autre choix que de migrer de l'autre côté de la frontière. Laysay se demandait si cela suggérait qu'il y avait plus qu'il n'y paraissait derrière ses origines, et elle supposait que le prince Alide devrait être la seule personne capable de lui apporter de l'aide pour l'instant. Simone répondit affirmativement à la question de la princesse sur la bonne synastrie entre les éléments de l'eau et du vent. Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par Lana qui s'en prenait aux gardes. Ils lui demandèrent ce qui se passait. Lana s'excusa alors auprès de Laysay pour l'avoir interrompu. Lana plia les genoux, puis s'inclina profondément, son front touchant presque le sol, tandis qu'elle présentait des excuses à son Altesse pour l'avoir surprise. Elle insistait pour que la princesse l'excuse. Simone demanda à Laysay comment elle souhaitait gérer la situation. La princesse répondit avec un sourire rassurant, affirmant qu'elle allait bien. Simone, toujours avec son sourire, suggéra quelques options de punition légères, comme la plonger dans l'océan, la suspendre au mât ou la faire passer la nuit dans un tonneau de chêne. Il demanda ensuite à Laysay de choisir l'option qui lui convenait le mieux pour punir Lana de son inconscience. La princesse préféra ne pas choisir d'option, exprimant son honnêteté à ce sujet. Son dispositif d'interprétation magique, en raison de l'interdiction, n'avait été activé qu'au moment où ils avaient traversé la frontière. C'est ainsi qu'elle avait pu comprendre la chanson un peu plus tôt, mais elle ne savait pas qu'il interprétait également les jurons. Elle se mit à rire. 10 minutes plus tôt, elle demandait à Simone si les éléments de l'eau et du vent ont normalement une bonne synergie. Ce dernier lui répondit que c'est plutôt parce que la synergie entre elle et le prince est particulièrement forte. Soudain,
ils furent interrompus par la voix de Lana qui criait après les gardes, leur demandant où ils pensaient s'enfuir, les traitant d'avortons et d'espèces de sacs à rats pourris. Elle disait qu'elle allait les déchiqueter et ils semblaient avoir peur d'elle. Leisei remarqua avec compassion que quelqu'un avec une telle grossièreté dans ses paroles pouvait susciter de la peur, et elle exprima de la sympathie pour Lana. La princesse remarqua alors des flammes enveloppant le corps de Lana comme une forme de protection et lui demanda si c'était son terru. Simone pressa Lana de répondre à la question de son Altesse, et cette dernière acquiesça affirmativement. Pensive, Lana pensait que c'était un manque de respect de sa part de montrer à son Altesse un terru aussi médiocre, aussi faible que le sien. Simone lui indiqua qu'elle pouvait se retirer pendant que son Altesse et lui décideraient de sa punition. Cependant, la princesse s'approcha de Lana et lui dit que son terru était magnifique, tel des ailes de feu. Elle toucha Lana et lui fit part de son admiration pour son terru. Lana leva alors la tête et regarda Leisei, qui lui adressait un sourire chaleureux. Lana répondit qu'elle ne l'avait vue que de loin et exprima sa gratitude pour avoir enfin la chance de la voir de plus près. Leisei remarqua que bien que cela puisse sembler brûlant, c'était agréablement chaud au toucher, et elle demanda à Lana si elle faisait partie des gardes personnels de Halide et comment elle devait l'appeler. Lana, surprise par l'intérêt de son Altesse pour elle, se mit en larmes, se demandant depuis combien de temps son mana n'avait pas été aussi stable. Elle attribua cette stabilité à la puissance de la princesse. Voyant Lana pleurer, Leisei, surprise, lui demanda subitement si elle allait bien. Les gardes qu'elle poursuivait se demandèrent pourquoi elle se mettait pleurer et se demandaient ce qui n'allait pas. Lana, les larmes aux yeux, regarda la princesse et la pria de l'appeler par son nom, Lana. Lana exprima son désir de devenir la chevalière de Leisei, malgré son manque d'expérience dans de nombreux domaines. Simone expliqua à Leisei que le royaume d'Irina n'utilisait pas le terme de chevalier, ce qui poussa Lana à demander ce qu'elle devait faire d'autre, en dehors de rester dans l'ombre de son Altesse et de la protéger à tout prix. Cette question surprit Simone, qui se demandait comment Lana savait cela. Les yeux remplis d'admiration, Lana prit la main de Leisei et lui demanda de lui permettre de la protéger au péril de sa vie. Simone, tentant encore de les interrompre, demandait à Lana ce qu'il en était de son poste de chef de la patrouille frontalière. Cependant, Lana ne l'écoutait pas, obnubilée par l'idée de parler à la princesse. Pendant ce temps, le prince Halide, en compagnie de Sana, demanda à ce dernier ce que les gardes avaient dit. Sana répondit qu'il n'y avait rien de remarquable dans leur rapport et qu'aucune découverte n'avait été faite lors des recherches. Il trouvait étrange qu'il n'y ait aucune trace. Le prince lui expliquait qu'il y avait deux explications possibles. Soit la prisonnière était très prudente, soit son complice était extrêmement doué. Sana demandait au prince s'il devait commencer à chercher tout ce qu'il pouvait. Le prince lui répondait d'attendre d'être complètement sûr qu'ils sont à l'abri des mutants. Sana lui disait qu'il avait augmenté les patrouilles depuis la mort de l'espion et que, heureusement, il n'avait pas encore eu de signe de la part des mutants. Le prince Halide lui dit que c'était au moins une bonne nouvelle. Puis il lui demande de s'assurer de ne pas baisser sa garde. Il explique qu'il doit d'abord s'assurer qu'il n'y aura pas d'attaque surprise sur ce navire jusqu'à ce qu'ils atteignent Irina. Il ajoute que la princesse est à bord après tout, donc il devrait faire attention à elle.